Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter la une de plus près. À moins d'avoir été enfermé dans une grotte pendant plusieurs semaines, cela ne vous aura pas échappé. Ces derniers jours, ce sont les élections législatives françaises qui dominent notre actualité. Pourtant, de l'autre côté de la Manche, se déroule également un scrutin qui pourrait s'avérer aussi déterminant que celui en France. Lors des élections générales britanniques qui se tiendront le 4 juillet, les Anglais devront élire les 650 membres de la Chambre des communes pour les 5 années à venir. Et le parallèle avec la France n'est pas anodin. Rishi Sunak, le Premier ministre anglais, a décidé de convoquer les élections, initialement prévues pour l'automne, en avance. Au Royaume-Uni, c'est le Premier ministre qui fixe la date à sa convenance. Ça nous ferait presque penser à Emmanuel Macron, qui, avec la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, renvoie les électeurs aux urnes plus tôt que prévu. Dans la presse anglo-saxonne, on dit même que le président français fait du Rishi Sunak. Comme dans l'Hexagone, la victoire du gouvernement est peu probable. Après 14 années au pouvoir, les sondages prédisent aux conservateurs, les Tories, un échec historique face au parti travailliste, le Labour. Avec la succession de 5 premiers ministres conservateurs en 8 ans, les Britanniques semblent bien décidés à tourner la page. Alors dans l'Express cette semaine, on vous explique pourquoi la gauche devrait faire le meilleur score de son existence, et c'est ce dossier qu'on vous présente aujourd'hui. Et pour m'aider à décrypter le paysage politique britannique, j'ai appelé Agnès Poirier, correspondante à Londres pour l'Express. Bonjour Agnès. Bonjour Charlotte. Agnès, avant qu'on entre dans le détail de chaque programme, est-ce que tu peux nous rappeler le fonctionnement de ces élections britanniques ? Alors, les élections générales, comme on les appelle en Grande-Bretagne, c'est un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Alors c'est important, ils appellent ça past the post. Donc en fait, ça donne des majorités extrêmement larges, parce que le candidat qui récolte la majorité des voix est élu par définition dès le premier tour. Il n'y a pas de minimum de voix requis et c'est un système qui encourage donc les grosses majorités politiques et donc qui assure une énorme stabilité politique. Il y a ce découpage très binaire du champ politique britannique qu'on connaît depuis plus de 150 ans. D'un côté, les conservateurs, ou qu'on appelle parfois les Tories, qui sont aujourd'hui menés par Rishi Sunak, l'actuel Premier ministre, et puis de l'autre, il y a le Parti travailliste et qui est aujourd'hui dirigé par Keir Starmer. Et puis, il y a d'autres forces, comme par exemple les libéraux-démocrates, les nationalistes écossais, qui ont ces dernières années tiré leur épingle du jeu, mais par définition, ils sont en Écosse. Et puis, tout récemment, le trublion Nigel Farage, qui était derrière finalement le Brexit, puisque c'était le Brexit Party, et il a pris la tête quelques jours après le début de la campagne du parti qui s'appelle Reform UK, qui se place vraiment à la droite des Tories. Et c'est donc le Labour qui est donné grand favori de ce scrutin. Oui, alors les sondages, c'est simple, depuis 2 ans, les donnent gagnants, donc c'est quand même totalement constant, et chaque semaine apporte un nouveau sondage qui leur donne des chiffres qu'on n'a jamais vus, en fait, de l'histoire du Parti travailliste. Ils devraient obtenir 422 sièges. Ça, c'est un sondage qui date du 3 juin, donc du jamais vu, avec donc seulement, de l'autre côté conservateur, 140 sièges, et donc ce serait leur plus mauvais score depuis 1906. Bon, alors, évidemment, on va voir ce que fait Reform UK, on va voir aussi si le Labour regagne beaucoup de sièges en Écosse. Donc il y a comme ça des considérations à la marge, mais ça devrait être un raz-de-marée. Les Tories sont donc en difficulté alors qu'ils sont à la tête du pays depuis 2010. Comment on explique un tel déclin des conservateurs ? Les conservateurs, le parti Tory a, ces 120 dernières années, été bien plus au pouvoir que le parti travailliste. C'est par définition le parti de gouvernement sérieux, bon gestionnaire et qui assure peut-être une vision assez conservatrice mais stable, et les Britanniques aiment bien la stabilité politique. Depuis 2010 c'est l'arrivée de Cameron au pouvoir, et surtout en fait depuis le Brexit en 2016, ils sont totalement inconstants. Bon, il faut dire, il y a eu 5 premiers ministres et plein de projets politiques différents, contradictoires. On a eu le Big Society de David Cameron, c'était le visage souriant
bruyant et généreux du conservatisme, avec un appel aux Britanniques à s'investir dans le bénévolat, par exemple, les associations caritatives. Il y a eu la guerre contre les injustices de Theresa May. Il y a eu le leveling up, c'est-à-dire la remise à niveau de Boris Johnson. On a eu aussi le choc de la croissance de Liz Truss, mais ça ne fait pas, en fait, un projet cohérent. Et donc, le pays ne sait plus ce qu'est le conservatisme, ce qu'il représente. Et c'est donc une des raisons pour laquelle les Britanniques s'apprêtent à jouer l'alternance. Et Rishi Sunak, en poste depuis 2022, lui non plus ne parvient pas à convaincre. Rishi Sunak, bien sûr, si on doit le comparer à Boris Johnson ou à Liz Truss, ses deux prédécesseurs, fait figure de quelqu'un de plus compétent, de plus calme. C'est quelqu'un qui ne fait pas peur au marché, mais sa campagne est un peu un désastre. C'est-à-dire que non seulement les sondages sont contre lui, mais chaque jour apporte son lot de gaffes. Et une des dernières qui a vraiment, à mon avis, qui va lui coûter beaucoup de points et peut-être quelques sièges au Parlement, dans l'après-midi du 6 juin et le 80e anniversaire du débarquement, eh bien, il a jugé bon de partir, de ne pas être sur la photo de groupe avec quand même le président américain, le président français avec Zelensky. Ça a été vécu par la population britannique comme la plus grande gaffe, c'est-à-dire que c'est un anniversaire où nous avons les derniers vétérans britanniques qui, eux, se sont déplacés alors qu'ils ont entre 95 ans et 105 ans. Et donc, vraiment, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase et les sondages sont encore plus mauvais depuis cette gaffe. Et puis, il vient à la suite de 14 ans de conservatisme. Et donc, il ne peut pas refaire ce que ses prédécesseurs ont défait. C'est donc en raison du bilan des Tories que les électeurs se tournent vers le Labour. Oui, tout à fait. La première raison, c'est qu'ils ne veulent pas des Tories. C'est vraiment un vote sanction. Les Britanniques ont commencé à vraiment se détourner de leur pouvoir en place quand on a su que pendant le confinement, Boris Johnson organisait des soirées assez arrosées à Downing Street. Et ça, c'est quelque chose qui les a profondément choqués. Bon, il y a évidemment d'autres sujets de reproches et de colère dans la population. Par exemple, la crise du système de santé. Aujourd'hui, il y a 7 millions de patients britanniques qui attendent d'avoir une date d'opération pour des traitements contre le cancer. On parle d'opérations importantes. Et puis, il y a aussi la gestion de l'immigration, parce que ils ont eu cette idée qu'une grande partie des Britanniques estiment immorale, qui est de rapatrier les demandeurs d'asile au Rwanda. Et ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et puis, le Labour a quand même perdu aux dernières 4 élections générales. Donc, en un sens, il y a quand même l'idée démocratique que chacun son tour. Après 14 ans de gouvernance conservatrice, les Britanniques veulent du changement et c'est donc le programme des travaillistes et de leur leader Keir Starmer. Agnès, tu nous as expliqué comment les conservateurs ont fini par lasser les Britanniques. Maintenant, je te propose qu'on s'intéresse au succès du Labour. Dans un épisode précédent, tu nous as déjà présenté son leader, Keir Starmer, mais on n'avait pas du tout évoqué son parcours. Alors, Keir Starmer, 62 ans, est souvent présenté, mais caricaturé, comme un homme aisé des quartiers tendance, des quartiers gentrifiés du nord de Londres. C'est vrai aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ses origines sont en fait très modestes. C'est quelqu'un qui a vécu avec son père qui était machiniste et sa mère infirmière et ses 3 frères et sœurs dans un village dans le sud de l'Angleterre. C'est un très bon élève et c'est le seul de sa famille à aller à l'université. Il étudie le droit à Leeds, puis à Oxford. Ses camarades se souviennent qu'il était souvent le seul à se lever à 6 heures du matin pour prendre de l'avance sur ses cours. Et donc, il devient avocat, expert dans les droits de l'homme, et il monte comme ça les échelons. Il s'engage en politique quand même après avoir été nommé, et c'est très important, pendant 5 ans, à la tête du ce qu'on appelle en France le ministère public. Et ça lui a permis quand même de voir l'autre côté de la justice et notamment la façon, parfois difficile, dont la police doit gérer les troubles dans la société. En ce qui concerne l'homme,
Eh bien, c'est pas Tony Blair. C'est-à-dire que depuis qu'il est à la tête du Parti travailliste depuis 2020, les tabloïds n'ont de cesse de le présenter comme quelqu'un d'ennuyeux, de boring. Tu dis qu'il est ennuyeux, pourtant il a réussi le pari de faire remonter le Labour dans les sondages. Oui, surtout parce qu'il rassure les électeurs. Il n'a pas beaucoup de charisme, il est très très réservé, peut-être de par son enfance un peu difficile, et il n'est pas du tout dans la séduction, comme Tony Blair. C'est le choix de la raison. Il connaît bien ses dossiers. Les Britanniques peuvent être assurés qu'il y aura quelqu'un à Downing Street qui vraiment travaillera, contrairement à Boris Johnson, c'est-à-dire qu'il connaîtra ses dossiers et il travaillera nuit et jour pour relever le pays. Aussi, à la différence de Rishi Sunak, Keir Starmer a su se défaire en fait de l'héritage très controversé du Labour sous Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn, l'ancien dirigeant du Parti travailliste, tu nous avais parlé de lui la dernière fois. Ça ne doit pas être bien loin dans notre armoire où l'on range tous les épisodes. Voilà l'extrait qui m'intéresse. C'est le prédécesseur de Keir Starmer. Il a été chef du Labour, donc des travaillistes de 2015 à 2020. Et Corbyn, c'est l'éternel révolté. C'est le député qui a toujours voté même contre son propre parti, qui d'ailleurs a fait fuir énormément de députés travaillistes juifs parce que son anticapitalisme prenait très très souvent des allures d'antisémitisme. Alors en 2019, en fait, les travaillistes ont effectivement fait l'objet d'une enquête menée par le Comité pour l'égalité et les droits humains qui a conclu à l'existence d'une culture antisémite, avec des exemples de harcèlement et de discrimination au sein du parti Labour. Donc c'était quelque chose de très grave. Et Jeremy Corbyn, à l'époque, n'a rien fait pour l'empêcher. Et donc, comment Keir Starmer a-t-il réussi à redresser le parti ? Alors, après les conclusions de l'enquête, Jeremy Corbyn a été suspendu avant d'être exclu du parti. Donc ça, c'était un acte très fort de la part de Keir Starmer. Il a su fédérer le parti autour de ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire un projet de social-démocratie pour gouverner. Alors, évidemment, il y a plusieurs ailes au sein du parti Labour et les événements au Moyen-Orient, en Israël et à Gaza depuis octobre dernier, a quand même remis un petit peu au devant de la scène l'aile plus à gauche de Keir Starmer. Mais pour le moment, c'est un peu un acte d'équilibriste, comme on dit en Angleterre. Dans l'avenir, il va falloir quand même qu'il gère cette aile gauche pro-palestinienne de son parti. Et au-delà de cette question, sur quoi repose le programme travailliste ? Ça, c'est une question intéressante parce que, pour le moment, le projet travailliste, c'est le retour du sérieux et de la compétence au pouvoir et pas beaucoup de prise de risque. Ils ne vont pas à l'encontre de ce qu'ont essayé de faire les Tories, c'est-à-dire de freiner l'immigration. Ils ont dit qu'ils continueraient sur cette voie, même si le rapatriement au Rwanda était hors de question. Ils ont dit qu'ils ne baisseraient pas la TVA, qu'ils n'augmenteraient pas les impôts. Hormis la lutte contre l'évasion fiscale, on peut pas dire que ce soit un programme révolutionnaire, c'est un programme de gestionnaire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parfois, Keir Starmer fait des meetings publics et récemment, il y avait un jeune dans la foule qui lui dit, dis non, c'est pas très révolutionnaire. Et Starmer a dit, mais on n'est pas là pour protester. On est là pour gouverner. Et donc là, ça dit tout du personnage. Il est là pour assurer. Agnès, est-ce que cette possible arrivée de la gauche au pouvoir, ça pourrait changer beaucoup de choses pour le pays ? Alors, je pense que dans un premier temps, ça va être psychologique. Comme le Brexit a été un choc psychologique avant d'être un choc pour l'économie britannique. Et bien là, l'arrivée des travaillistes au pouvoir après 14 ans quand même de Tories, l'air qu'on respire en Grande-Bretagne va changer. On tourne la page, c'est un nouveau vent d'optimisme, c'est le bon sens au pouvoir, il y a quand même toujours un souci d'égalité, de justice sociale, les choses vont être faites autrement. Et on va donc suivre avec toi de près les résultats de ces élections depuis Londres. Merci Agnès pour tes explications. À bientôt. Cette grande analyse d'Agnès Poirier, correspondante à Londres, est à lire dans les pages de l'Express en kiosque jusqu'à mercredi et sur l'express.fr.
Chers auditeurs, je vous encourage donc à découvrir notre site gratuitement pendant un mois en ce moment. Et si vous aimez nos décryptages, pensez à nous le dire en commentaire sur votre application de podcast préférée, par exemple Deezer, Castbox ou Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles. Cet épisode a été écrit par Léa Bertrand, monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.